Bonsoir à tous et bienvenue donc dans cette toute première séance du cycle Sciences de l'Université Permanente. Alors pour ceux qui nous regardent en vidéo et qui ne le sauraient pas déjà, l'Université Permanente c'est 4 cycles de conférences avec un mardi sur 4 un cycle Histoire qui s'attache au cours 19e siècle, un mardi sur 4 un cycle Littérature qui explore les écrits de femmes, un mardi sur 4, un cycle d'économie et de philosophie qui se penche sur le livre 1 du Capital de Marx, et donc un 4e mardi sur 4, un cycle Sciences, qui se veut être une introduction aux enjeux et aux questionnements que soulève l'actualité scientifique. C'est un cycle dont toutes les conférences ont lieu ici, dans cette salle de conférence à Colonel Fabien, et les captations sont en ligne une semaine après la présentation sur la chaîne YouTube de l'Université Permanente ou sur le site universitépermanente.fr. C'est un cycle qui est coordonné par la revue Progressiste, une revue trimestrielle de réflexion sur les sciences, le travail et l'environnement, et dont vous pourrez consulter et prendre quelques numéros à côté à la suite de la présentation, et coordonné par Yvan Lavallée. Donc notre premier invité pour cette première séance est donc Évariste Sánchez Palencia, ancien directeur de recherche au CNRS en maths appliquées et en mécanique, théoricien de la mécanique, membre de l'Académie des sciences et auteur de travaux de recherche également en épistémologie, concrétisés dans cet ouvrage, Promenade dialectique dans les sciences. Je vais donc lui laisser la parole pour la présentation. Bien, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je vais essayer, en prenant un exemple très simple, de vous faire sentir par vous-même, au lieu de vous exposer mes idées, ce que je ferai du moins partiellement après, quelle est la nature de la connaissance scientifique, en quoi elle diffère de l'opinion et de la croyance, et à quoi elle sert. Vous pouvez m'interrompre et poser des questions. Pour ce faire, je vous demande un peu d'attention, pas une grande attention. En fait, je vais vous raconter des choses très simples et il n'y a absolument aucun piège. Je demande un peu d'attention car il va y avoir des éléments qui vont revenir plusieurs fois sous des formes diverses. Et c'est cette diversité qui va vous faire comprendre les choses, et non pas ce que je pourrais vous dire sur la science, qui ne serait que mon opinion sur la science, ce qui ne nous avancerait pas beaucoup. Tout ce qui est scientifique relève de la compréhension, pas du savoir. Et c'est pour cela que cela nécessite un petit peu d'attention. Je vais commencer par vous montrer une figure avec une courbe. Je vais faire une affirmation assez banale sur cette figure, et vous allez me dire si vous pensez qu'elle est vraie ou pas et pourquoi. Il y a la figure 1. On a 2 axes de coordonnées. Voilà. OK. On a deux axes de coordonnées, T et N, ou X et Y, peu importe, et une courbe continue et régulière qui part de l'axe de T, ici, elle part du point 20, là, avec une certaine pente positive. La pente, c'est l'inclinaison de la courbe. Pour le T croissant, lorsque T augmente, la pente diminue graduellement et tend vers 0. Et la courbe approche d'une droite horizontale ou même coïncide avec une droite horizontale pour T suffisamment grande. Donc c'est une courbe avec cette allure-là. Bien. J'ai donc une telle courbe et j'ai fait l'affirmation suivante. Je considère alors les droites qui passent par l'origine, qui partent d'ici de l'origine. Il y en a une qui est tangente à la courbe. Vous voyez? Celles qui ont une pente plus petite coupent la courbe 2 fois. Et celles qui ont une pente plus grande ne coupent pas la courbe. Bon, c'est clair, hein? Après réflexion, toute personne ayant compris le sens de cette affirmation dira qu'elle est vraie. Il se peut très bien que si on n'est pas habitué à ce type de choses, on ne comprenne pas ce que signifie l'affirmation, ou que l'on mette beaucoup de temps à la comprendre. Il se peut aussi, surtout si on est mathématicien, que l'on dise que l'affirmation est très imprécise
qu'il aurait fallu définir bien mieux ce qu'on entend par diminuer graduellement. Je dis que la courbe part comme ça et la pente diminue graduellement. Et bien d'autres choses, ce qui est vrai. En particulier, l'hypothèse diminuer graduellement est une hypothèse très importante. Car si la pente diminue de façon oscillante, une droite passant par l'origine peut couper plus de 2 fois la courbe. Si cela oscille, ça peut couper plus de 2 fois. Mais quitte à préciser ces choses-là, l'affirmation est vraie. On peut en donner une démonstration parfaitement rigoureuse et précise en partant d'un énoncé précis. Donc il faut commencer par préciser les données. Les mathématiques ne sont pas de la magie. Pour obtenir des choses précises, il faut partir des choses précises. Mais, quitte à préciser, l'affirmation est vraie. Elle est vraie, ainsi que bien d'autres choses. Par exemple, que lorsqu'il y a 2 intersections, vous savez, un R et L, elles sont nécessairement de nature différente. Dans l'une des intersections, la courbe passe de dessous au-dessus de la droite. Et pour l'autre intersection, c'est le contraire, on passe d'au-dessus au-dessous. Qui pourrait nier ces affirmations? Elles sont vraies, un point c'est tout. Il se peut bien qu'il y ait des gens qui disent que cela n'est pas une affirmation scientifique, mais une propriété du dessin, ou toute autre chose. Mais cela ne modifie nullement la conclusion. Elles sont vraies. Et cela ne dépend nullement des opinions politiques, des croyances religieuses ou autres, de celui qui fait l'affirmation, ni de celui qui l'accepte. Il y a pourtant un petit bémol. Il y a des philosophes qui nient que le monde existe, et avec lui, les mathématiques et tout le reste. Et que la seule chose qui existe sont les sensations qu'ils perçoivent. Bon. D'aucuns pourraient aussi affirmer qu'une intervention miraculeuse pourrait fournir une droite qui couperait la courbe 3 fois. On ne voit pas comment, mais enfin. Mais avec ces gens-là, on peut difficilement discuter. On leur laisse vivre leur vie, ils vivent leur vie. Pour les autres, l'affirmation est vraie. Je vais maintenant vous raconter une histoire vraie, dont vous connaissez tous certainement une partie, permettant de comprendre la vraie nature de la science et de son rôle dans la pratique, y compris sociale. Je vais vous la raconter sous la forme de l'anecdote, car j'ai vécu une partie des événements que je relate ici. Tout le monde est au courant des dysfonctionnements de la ligne 13 du métro parisien. Elle est un peu singulière, en ce qu'elle est très longue, elle a une bifurcation au nord, et les rames de 2 provenances différentes doivent s'insérer au bon moment dans le trafic commun, sous peine de perturber le flot continu des rames, qui se suivent de près. Mais surtout, il y a 2 grosses gares, Montparnasse et Saint-Lazare, où le débit des voyageurs aux heures de pointe est très important, produisant des retards qui se répercutent automatiquement tout le long de la ligne. Je suis un usager de cette ligne. Lorsque j'étais en activité, je la prenais systématiquement tous les jours pour me rendre à mon lieu de travail au campus Jussieu. Je l'emprunte entre Malakoff et Duroc, en passant par Montparnasse. Dans des conditions normales, le parcours de ce tronçon de 6 stations prend quelques 8 minutes. 8 minutes. Or, bien souvent, en arrivant le matin, j'ai trouvé la gare de Malakoff complètement bloquée par un bouchon d'usagers qui essayaient d'accéder à une rame qui était immobilisée à quai, portes ouvertes, laquelle attendait patiemment le moment de fermer les portes pour repartir. Quand cet heureux événement avait quand même lieu, on n'était pas au bout de nos peines. La rame partait jusqu'à la station suivante, où elle était à nouveau immobilisée par le fer rouge. En effet, les stations intermédiaires jusqu'à Montparnasse ont statistiquement un petit débit de voyageurs qui montent ou qui descendent. Mais comme les rames se suivent, on y était bloqué par les rames immobilisées en amont, à Montparnasse et Saint-Lazare. Un petit nombre d'usagers choisissaient l'autobus, dont les lignes étaient très chargées. D'autres prenaient leur mal en patience et arrivaient à destination avec un retard considérable. Dans mon cas,
le parcours normal de 8 minutes jusqu'à Duroc prenait souvent plus d'une heure. Et j'ai ainsi raté des rendez-vous le matin sur mon lieu de travail. La difficulté venait de toute évidence de l'impossibilité de faire monter et descendre un grand nombre de voyageurs en un temps très limité. Les commentaires allaient bon train, et l'on ironisait souvent sur les images saugrenues que tout le monde connaît du métro de Tokyo, où à une certaine époque, des employés gantés en blanc, postés devant les portes, poussaient les usagers vers l'intérieur des rames pour permettre la fermeture des portes et le départ de la rame. Cette situation de collapse se présentait assez souvent, et des usagers protestaient auprès de la RATP, sans résultat aucun. Car la RATP répondait, tenez-vous bien, que le fonctionnement de la ligne 13, y compris en situation de collapse, respectait le cahier des charges, et qu'elle n'était pas responsable des éventuels désagréments dus à un afflux ponctuel de voyageurs. Le dialogue de sourds était bien installé, et on a créé une association de usagers de la ligne 13 avec des capacités juridiques. Je ne faisais pas partie de cette association, mais j'étais tenu au courant de ces démarches par des tracts distribués aux autres usagers. C'est ainsi que j'ai su que le cahier des charges portait sur l'engagement de la RATP à transporter un certain débit de voyageurs et non pas sur le temps de parcours. Je reviendrai plus tard sur ces points très importants. Un matin, j'ai vu en arrivant qu'il y avait un afflux important d'usagers. Situation courante. Chacun s'apprête à s'exécuter rapidement et efficacement. Cela signifie entrer rapidement tout en laissant descendre. Mais d'autre part, on tend à ne pas rester sur le quai, ce qui fait émerger une concurrence entre les usagers. Et l'ordre d'arrivée n'est pas toujours respecté. Mais ce matin-là, en arrivant rapidement devant la porte ouverte de la rame, j'ai vu qu'il y avait 2 employés devant chacune des portes qui posaient normalement problème par leur disposition en fonction des accès. Ils étaient, au contraire de leurs homologues japonais, ils étaient tournés vers le quai, dos à la rame. Et au contraire aussi des Japonais, au lieu de nous pousser vers la rame, ils ont ouvert leurs bras en croix au moment même où j'arrivais, nous empêchant l'accès à la rame. Je me suis senti frustré, car il y avait largement la place à l'intérieur de la rame pour moi et pour quelques autres aussi. Mais les portes se sont fermées rapidement, la rame est partie aussitôt, et la suivante est arrivée dans un court délai. Je suis entré sans encombre, et le parcours s'est effectué normalement. Dans les jours suivants, la scène s'est reproduite. Plus tard, les employés ont disparu et le fonctionnement a été globalement amélioré. Les vrais collapses sont devenus très rares. Je ne sais pas exactement comment ni pourquoi, mais je reviendrai sur ces points après. Je suppose que les usagers ont inconsciemment intégré un mode de comportement où l'on ne monte plus dès que la sonnerie annonce la fermeture des portes, dont le fonctionnement ne doit pas être gêné. Je suppose aussi, pour des raisons que l'on verra plus tard, que la cadence des rames et surtout le moment de la fermeture des portes ont été modifiés. Tous les problèmes n'ont pas disparu. Il a été question du doublement de la ligne et l'amélioration globale du réseau est toujours d'actualité. Plus tard, je me suis souvenu que dans les années 1960, il y avait dans les stations à grand débit du métro parisien des portillons qui se fermaient si l'affluence était trop grande, empêchant les usagers d'accéder au quai jusqu'au moment où ils étaient suffisamment peu nombreux pour qu'un fonctionnement normal redevienne possible. Il s'agissait donc d'une autre forme du dispositif mis en œuvre à la ligne 13, qui a donc l'air d'être assez général et connu de tous à la RATP. Mais cela est loin d'expliquer tout. Comment est-il possible que des actions opposées, pousser les usagers dans les rames à Tokyo, les empêcher d'y accéder à Paris, produisent toutes les deux
des effets bénéfiques sur le fonctionnement de la ligne, même si ces améliorations sont de formes certes différentes. Il y a quelque chose à comprendre. Comment fonctionne une ligne de métro? C'est un problème de compréhension d'une causalité complexe. Les intérêts à courte échéance de la RATP et des usagers sont opposés, et même l'intérêt personnel de chaque usager peut être opposé à celui de l'ensemble de ceux-ci, comme lorsqu'on veut entrer à tout prix dans une rame bondée et qu'on est frustré en étant empêché. Et d'autre part, il s'agit d'une causalité différée, car l'avantage instantané d'entrer dans une rame, qui évite d'attendre la suivante, se répercute ensuite en un ralentissement de toute la ligne. Mais la science est précisément la compréhension de la causalité. On va maintenant construire un modèle simplifié de ces problèmes complexes, tout en retenant les éléments essentiels, ou plutôt supposés essentiels. On ne peut pas faire mieux, le problème complet n'étant pas compris. Ce point est essentiel. La science consiste en faire des simplifications en retenant ce qui est essentiel. Mais puisqu'on n'a pas compris le problème, on ne sait pas ce qui est essentiel. Et on fait comme on peut. On voit rapidement que les voyageurs montent et descendent par une porte. Finalement, les rames fonctionnent par porte. Le blocage de la rame entière est celui de la porte la plus encombrée. Qui plus est, comme pour des raisons de sécurité, il ne peut y avoir qu'une rame dans chaque sens, dans chaque tunnel, une ligne exploitée à grand débit doit avoir une rame par station, et elle se déplace presque simultanément en avançant d'un cran d'une station à la suivante. Il en résulte que le blocage d'une porte bloque simultanément toutes les rames. Donc, une porte bloque toute la rame et la rame bloque toutes les autres rames. On se ramène donc à l'étude du fonctionnement d'une porte, la plus encombrée dans des conditions spéciales. Le fonctionnement d'une porte est assez complexe dû au fait qu'il y a descentes et montées de voyageurs, en quantité variable. Mais on peut construire un modèle simplifié. Nous verrons qu'il sera capable de décrire un certain nombre de propriétés générales en comptant seulement le temps de montée. Ceci peut correspondre fidèlement au cas où il y aurait des portes de montée et des portes de descente, comme dans les autobus. Sinon, dans les cas ordinaires des portes de montée et descente, on peut considérer le cas où les temps de montée et de descente sont équivalents et compter le double de la montée, ou un autre arrangement. Quoi qu'il en soit, les modèles sont approchés et différents de la réalité qu'ils essayent de décrire. Je reviendrai aussi là-dessus. Mais le point le plus arbitraire dans cette modélisation est la définition du débit de la ligne. On reviendra après sur ce point, qui, comme on l'a déjà signalé, est assez controversé dans l'exemple qui nous occupe. Le débit est en principe le nombre de voyageurs transportés par unité de temps. Or, transportés d'où à où? Pourquoi un parcours d'une station compterait autant que celui de la ligne complète? Or, nous avons déjà vu que la véritable capacité de la ligne est celle de la station la plus encombrée. Mettons que ce soit Montparnasse, pour fixer les idées dans le cas de la ligne 13. On peut alors définir une mesure du débit de la ligne par le nombre de voyageurs entrant par unité de temps à Montparnasse. Nous adopterons cette définition, quitte à y revenir après. Donc le débit de la ligne, c'est le nombre de voyageurs qui entrent par unité de temps dans une porte à Montparnasse. Combien de voyageurs entrent par une porte du métro à Montparnasse en fonction du temps lorsqu'il y a une affluence importante? On voit facilement qu'on peut le représenter par une courbe ayant exactement la courbe de celle du début de cet exposé. Je commence à compter le temps à un instant où la sonnerie indique que l'on ne doit plus monter, car les portes vont fermer. Je suppose qu'on obéit à la sonnerie. Donc je commence à compter là. Donc elle se ferme, personne n'entre. Il y a alors un temps mort où personne ne monte, jusqu'à l'arrivée de la rame suivante et l'ouverture de ces portes. C'est ici. Alors,
À partir du moment où la porte s'ouvre, on commence à entrer avec une certaine cadence, par exemple 2 voyageurs par seconde. Le nombre de voyageurs entrés est à peu près proportionnel au temps qui passe. Donc ça monte comme une droite. Mais si le temps d'ouverture est long, comme la rame se remplit, le débit d'entrée diminue. Il est de plus en plus difficile d'entrer à partir d'un certain moment. Et le nombre de voyageurs entrés plafonne, tendant vers le maximum de capacité de la rame, voilà, lorsque le temps tend vers l'infini. Naturellement, ce processus, on ne va pas jusqu'à l'infini, il s'arrête au moment où la sonnerie suivante, par exemple au point R, je suppose qu'à l'instant R, il y a la sonnerie, on arrête. Naturellement, ce processus s'arrête au moment où la sonnerie suivante, au point R par exemple, dans la figure 1. Et ça recommence. Hein? Quel est le débit moyen de la ligne lorsque ce processus se répète? C'est naturellement le nombre de voyageurs entre 2 sonneries divisé par le temps entre elles, c'est-à-dire exactement la pente de la droite reliant l'origine au point R. Hein? Donc c'est cette quantité-là, c'est le nombre de voyageurs qui sont entrés, divisé par ce temps-là, c'est l'intervalle entre 2 fermetures. Donc ça, c'est le débit de la ligne. Le débit de la ligne est la pente de la courbe de la droite qui joint l'origine au point de fermeture. C'est-à-dire exactement la pente de la droite reliant l'origine au point R. Nous nous rappelons alors de la propriété évidente évoquée ci-dessus et nous comprenons automatiquement toute une collection de choses. Première chose, 1. Quel que soit le moment du déclenchement de la sonnerie, je peux m'amuser à mettre la sonnerie plus tôt ou plus tard, quel que soit le moment du déclenchement de la sonnerie, il y a un débit maximum de la ligne qui ne peut pas être dépassé. C'est la pente de la droite issue de l'origine tangente à la courbe. Voilà. Hein? Ça, c'est la pente maximale. Donc, on peut faire des pieds et des mains, on ne pourra pas transporter la ligne 13 4 millions de personnes par seconde. Ce n'est pas possible. 2. Pour chaque débit, plus petit que le maximum indiqué dans un, les débits qui coupent, là, pour chaque débit, il y a 2 modes de fonctionnement différents, correspondant aux 2 points R et L. R signifie rapide, L signifie lent. Ils diffèrent par le temps où les portes sont ouvertes. Autrement dit, laissant les portes ouvertes pendant le temps T des points R et L, le débit de la ligne, le nombre de voyageurs transportés par unité de temps est le même, égal à la pente de la droite qui passe par l'origine R et L. Les 2 modes de fonctionnement R et L diffèrent en ce que, dans le L, les portes sont ouvertes plus longtemps en attendant que la rame se remplisse un peu plus que dans le mode R, ce qui allonge le temps de parcours des voyageurs, alors que le débit, le nombre total de voyageurs transportés par unité de temps, est le même. Ça va? Il y a des questions? 3. J'insiste sur ce point fondamental. Les 2 modes de fonctionnement, les 2 modes donnent le même débit de la ligne, nombre de voyageurs montant à Montparnasse par unité de temps, mais ils diffèrent par le temps que les voyageurs mettent à effectuer leur voyage, puisque les portes sont ouvertes plus longtemps dans le mode L lent que dans le mode R rapide. Par exemple, pour moi, qui parcours 6 stations, le temps est 6 fois l'abscisse du point T du point de fonctionnement. Ici, mon temps de parcours est 6 fois ça. Et par contre, si on fonctionne ici, c'est 6 fois ça. Dans le mode L, la vitesse moyenne de parcours est plus petite que dans le mode R, et les rames de métro sont plus encombrées. Dans le mode L, il y a une petite économie d'énergie électrique consommée par rapport au mode R, mais pas d'économie du nombre d'employés qui est le même. 4. On voit le rôle évoqué ci-dessus
du caractère très différent des solutions en mode R ou L. Lorsqu'on est en mode R, si l'on augmente le temps d'ouverture des portes un peu, sans basculer dans le mode L, si on augmente un peu, le débit de la ligne augmente. Oui. Si on attend ici, on vient ici, le débit est plus important. Le contraire se produit si on est dans le mode L. Si on se déplace vers la droite, paf, la pente est plus petite. 5. S'il y a un afflux important de voyageurs, il est clair que l'on n'obéit pas à la sonnerie. La fermeture des portes n'est plus commandée par la sonnerie, mais par les moments assez aléatoires où l'on arrive à fermer. Il est clair dans ces cas que l'on bascule automatiquement dans le mode L. Lent pour les débits que l'on arrive à établir. 6. On comprend aussi facilement l'argumentaire de la RATP. Son cahier de charges concerne le nombre de voyageurs transportés et non pas le temps de parcours de chacun d'eux. Le cahier des charges concerne le point de vue de la RATP, pas celui des usagers. Comme je l'ai indiqué ci-dessus, lors des embouteillages, j'arrivais avec un grand retard à mon travail. Mon temps de parcours était très long, mais j'arrivais, car je faisais partie, comme les autres voyageurs, du débit total de la ligne, lequel était respecté, comme affirmait la RATP. Le cahier des charges de la RATP n'était pas concerné par le temps de parcours ou par les incommodités éventuelles des usagers. 7. À quoi servent les portillons ou les employés utilisés à Paris pour empêcher les voyageurs d'entrer dans les rames? C'est clair, à faire respecter les moments de fermeture prévus des portes, qui peut quand même être dans le mode R ou L. En principe, il devrait être en R pour la convenance des usagers, en accord avec la programmation de la ligne. C'est-à-dire, ça sert à faire respecter la programmation de la ligne. Et à quoi servent les pousseurs de Tokyo? Alors, je vais demander la figure 2. À quoi servait, ou à quoi servait, parce que je crois qu'il n'y en a plus. À quoi servaient les pousseurs de Tokyo? Il est clair que les pousseurs... OK. Il est clair que les pousseurs ne servent pratiquement à rien pendant la phase initiale d'entrée normale par la porte. Si on est en train d'entrer sans problème, et on pousse au dos, ça peut tourner mal. Ça sert à rien. Mais après, la vitesse d'entrée est plus grande que sans pousseur. Oui, lorsqu'on commence à se tasser, et une fois qu'on pousse, on peut entrer, on peut continuer d'entrer. La vitesse d'entrée est plus grande que sans le pousseur. Et la capacité maximum de la rame augmente car les usagers sont plus tassés. La partie presque horizontale de la courbe est remontée. Donc, avec le pousseur, on passe de cette courbe-là à cette courbe. Ça, c'est la courbe normale sans pousseur. Ça, c'est la courbe avec pousseur. On voit que si on est ici, il n'y a pas d'avantage. C'est ici qu'il y a avantage. En fin de compte, le pousseur modifie la courbe en la remontant, comme dans la figure de ci-dessous. On voit que cela change pas mal le mode L, pratiquement pas le mode R. On voit aussi que cela augmente un peu le débit maximum de la ligne, la pente de la droite passant par l'origine qui est tangente. Oui, cela passe de cette pente-là à cette pente-là. En clair, empêcher les usagers de monter sert à faire respecter la programmation de la ligne, que si c'est un vrai service public, doit être en mode R, rapide, pour la vitesse du déplacement des usagers. Les pousseurs ne sont utiles que lorsqu'on est en mode L, augmentant la capacité de la ligne pour un délai de fermeture des portes, évitant le collapse général de la ligne. 8. Une fois qu'on a compris un certain nombre de choses sur le fonctionnement d'une ligne de métro, il convient de ne pas se laisser aveugler. Il ne faut pas confondre le modèle mathématique qu'on a construit avec la réalité de la ligne. Une ligne de métro réelle n'est pas réductible au modèle extrêmement simplifié de l'entrée des usagers par une porte. Il y a énormément de choses dont on n'a pas tenu compte dans ces schémas très simplifiés. Il n'en reste pas moins
qu'on a dégagé des propriétés extrêmement intéressantes, très générales, indépendantes des particularités de chaque ligne. Elles sont générales, aussi valables en France qu'au Japon, et elles s'appliquent, peut-être avec des modifications appropriées, à des systèmes autres que le métro. Dans la vie courante, l'adjectif scientifique a souvent les connotations d'exact, sérieux, objectif, en mettant en œuvre des moyens difficilement contestables. Mais en fait, d'une façon générale, la connaissance scientifique n'est pas exacte, mais approchée. Les modèles, ou même les théories scientifiques, qui leur sont très proches, les modèles de théorie, c'est à peu près la même chose. Les modèles ou les théories scientifiques nous permettent de comprendre approximativement des parcelles de la réalité. Et la recherche scientifique consiste principalement en un travail d'élaboration et d'amélioration des théories. La science est un tissu cohérent des relations de causalité intelligibles et vérifiables. Mais ce tissu est imparfait, toujours un chantier, à la recherche d'une exactitude et d'une généralité inatteignables. La science est la connaissance du fonctionnement des modes simplifiés de certaines parcelles de la réalité et de leur changement. La simplicité des modèles permet justement de comprendre leurs mécanismes de transformation et d'évolution, de les manipuler en vue de l'obtention de certains buts. Dans le cas des modèles mathématiques, cela permet aussi d'obtenir très rigoureusement des propriétés de ces modèles, mais pas nécessairement de la réalité qui est modélisée. Les modèles contiennent l'essentiel des propriétés causales, ce qui permet de les appliquer à des situations variées. Et bien entendu, cette science, toujours imparfaite, toujours en chantier, contient des facettes diverses mais compatibles. Les incompatibilités apparentes entre des théories diverses sont, comme je viens de le dire, apparentes. Elles relèvent le plus souvent de l'utilisation inconsidérée de certains modèles en dehors de leur domaine de validité, ce qui renvoie soit à la mise au point des modèles plus fins, soit à la prise en considération des limites d'utilisation des théories ou des modèles. C'est ainsi que, en un certain sens, ce sont les imperfections de la connaissance scientifique qui constituent le moteur de la recherche, le moteur du perfectionnement de la connaissance. Ces points constituent une différence fondamentale entre science et croyance, puisque cette dernière est essentiellement figée, immuable et invulnérable aux faits. Par exemple, les diverses interprétations des textes dits sacrés sont censées relever de notre incapacité à comprendre le message de ces textes, et non pas à une quelconque évolution de ces messages. En science, il n'y a ni de croyance ni de dogme. Il se trouve malheureusement que d'aucuns brandissent des croyances, des dogmes, ou qu'ils essayent d'imposer leurs idées par les principes d'autorité. Mais leur démarche est parfaitement ascientifique et sujette au verdict de la logique et des faits. Mais revenons maintenant au titre de cet exposé. À quoi ça sert? Il suffit alors de revenir à l'exemple donné pour avoir des réponses. 1. Cela sert à dégager des éléments compréhensibles et cohérents dans une situation complexe et épineuse, apparemment inextricable, puisqu'on dit tout et son contraire. La RATP affirme contre toute évidence que rien ne se passe puisque le cahier des charges est honoré. Les remèdes utilisés sont tantôt faire entrer de force, tantôt empêcher d'entrer. Je ne comprends rien. Bon. 2. Cela sert à ne pas exiger l'impossible. Quel que soit le délai d'ouverture des portes, le débit de la ligne ne dépassera pas la pente de la droite issue de l'origine tangente à la courbe. 3. Cela sert à ne pas confondre l'intérêt personnel de chaque voyageur, qui essaie d'entrer dans la rame pour ne pas attendre la suivante, avec l'intérêt général des voyageurs, qui ont tout intérêt à respecter la sonnerie si elle est correctement réglée, ni avec les intérêts de la compagnie de transport,
qui à leur tour peuvent être le service public ou le profit. Mais bien entendu, cette connaissance donne une ossature et une cohérence à l'action de type politique ou syndical, ou de l'association des usagers dans l'exemple de la ligne 13, qui est irremplaçable et essentiel pour modifier l'état des choses. Ce n'est pas la science qui modifie les choses, c'est l'action politique ou syndicale. L'activité politique ou syndicale relève de l'opinion. Voulons-nous changer ou pas le fonctionnement de telle ligne de métro et à quel prix? L'opinion est un choix parmi les possibles. Elle peut éventuellement conduire à des décisions démocratiques ou autoritaires, alors que la science évolue par doutes constructifs et des preuves qui peuvent être de nature très diverses, logiques, mathématiques, expérimentales, mais toujours vérifiables et factuelles. Il y a des partis politiques, mais il n'y a pas de partis scientifiques. Science, il n'y en a qu'une, toujours en évolution, toujours en auto-amélioration, à la recherche d'une meilleure compréhension du monde. En effet, c'est l'adéquation aux faits, elle-même approchée, qui confère l'objectivité à la connaissance scientifique, ce qui constitue une de ses propriétés essentielles. Elle est complètement indépendante de la démocratie. Et lors des controverses scientifiques, il est très courant quand ait raison contre tous les autres. En cela, la science diffère aussi essentiellement de la croyance, laquelle repose sur une adhésion à une thèse admise comme vraie, immuable et imperméable à la logique et à l'évidence des faits. Bien entendu, la science, telle qu'elle a été ici définie, s'occupe de ce qui est général. Les modèles ou les théories concernent ce qui est commun à une variété de situations, permettant ainsi la vérification, l'adéquation à la réalité. Il n'y a pas de science de ce qui est singulier et unique. Il convient d'expliquer, encore avec un exemple, ce qu'on entend par là. Lors de la datation par la teneur en carbone 14 d'une pièce paléontologique unique et bien déterminée, c'est la pièce paléontologique qui est unique. Mais les éléments scientifiques qui sont mis en jeu sont tout à fait généraux et vérifiables. Ils concernent la vitesse de décomposition de cet isotope du carbone, ce qui est général et vérifiable. Par contre, on peut difficilement construire des modèles généraux d'événements singuliers, ce qui est d'ailleurs un contresens. Ainsi, par exemple, il y a eu tout récemment, il y a quelques semaines, une perturbation du fonctionnement de la ligne 13 du métro à cause de la présence d'un chien sur les voies. Événement insolite, parfaitement disjoint du modèle développé ci-dessus. Peut-on construire une théorie de perturbation produite par la présence des chiens sur les voies du métro? Cela semble saugrenu. Et pourquoi des chiens et pas des serpents à sonnette, des bacilles de la peste ou des merles blancs? On voit bien que là, on sort de ce qui est scientifique. Il convient de bien comprendre ce que signifie l'adéquation à la réalité, l'objectivité matérielle de la connaissance scientifique. Vous allez le comprendre avec une anecdote malheureusement arrivée à Galilée. Galilée montrait à l'aide de son télescope les satellites de Jupiter, et ses détracteurs refusaient de regarder par le télescope ou même lorsqu'ils regardaient, ils refusaient de porter crédit à ce qu'ils voyaient. Pourquoi? C'était dans l'ordre des choses pour la pensée pré-scientifique. Avant les grands tournants des sciences modernes, dont Galilée est l'un des plus prestigieux artisans, on n'acceptait pas que la vérité émane des faits. On la cherchait dans les textes anciens, sacrés ou pas. Cela revenait à peu près au même. Textes prestigieux, censés contenir la sagesse. Les petits points lumineux autour de Jupiter n'étaient rien d'autre que des grains de poussière dans le télescope. De quel droit Galilée, avec son instrument abscon, digne d'un charlatan de foire, osait-il mettre en doute la sagesse des anciens? Bon, il me semble que l'on a là quelques éléments pour répondre au titre de cet exposé. La science, ça sert à quoi? Nature de la connaissance et de la pratique scientifique, croyances et opinions.
Le sujet est bien entendu extrêmement plus vaste et je regrette de ne pas avoir évoqué la différence entre causalité et corrélation, dont l'amalgame est à l'origine de très regrettables erreurs associées à la manipulation inconsidérée des big data et de l'intelligence artificielle. Je ne saurais donc que trop vous conseiller de suivre les autres exposés de ce cycle sur la science de l'université permanente. Voilà, la discussion est ouverte. Alors, je vous avais invité à m'interrompre, personne ne m'a interrompu. Bon. Maintenant, vous avez la parole. Et donc, si dans les trois domaines, les sciences, les religions qui sont le domaine de la croyance et les idéologies qui sont le domaine de l'opinion, il y a des théories, elles ne sont pas de même nature. Et justement, la théorie marxiste, un temps, a été donnée pour une théorie scientifique. Et puis, au fil du temps, elle a perdu ce statut, elle est devenue une idéologie. Donc, à une époque, ceux qui se prévalaient de l'action politique au nom du marxisme étaient des scientifiques. Enfin, par leurs paroles, une vérité scientifique était dite et mise en application. Et puis, au fil du temps, c'est devenu une opinion comme une autre. Alors, est-ce qu'un régime politique qui se fonde sur cette idéologie est-il toujours légitime quand on passe du statut de science au statut d'idéologie? Puisqu'une idéologie, ressortie de domaine aux arbitrages subjectifs, on y adhère ou n'y adhère pas. Donc, oui. Est-ce que ce régime-là est toujours légitime? Bon, je crois que c'est là... Je crois que c'est la sorte du cadre de cet exposé. Vous me demandez la légitimité d'un régime politique. Bon, c'est vraiment très épineux. Là, il y a plusieurs choses à dire. Le marxisme, ça vient de Marx. Hein? Donc, Marx avait élaboré une théorie économique qui était parfaitement descriptive. Hein? Donc, il décrivait des choses et il tirait des conséquences des descriptions pratiques des choses. Hein? En ce sens, je ne crois pas que Marx lui-même, à son époque, il s'était considéré comme un scientifique, il se considérait comme un économiste, quelqu'un qui essayait de comprendre quel était le fonctionnement de la société capitaliste. Bon, alors, là-dessus, effectivement, il y a eu des... Bon, oh, je tiens. Ensuite, il y a eu Engels. Engels a compris, je crois que c'était, je ne sais pas vraiment si c'était lui, mais enfin, il a compris la méthode, non pas ce que disait Marx, mais la méthode que Marx utilisait. Et la méthode que Marx utilisait, était une méthode dans laquelle il manipulait les choses dans leur évolution et dans leur changement. Donc c'était une façon de type complètement synthétique de faire les choses. Et Engels avait donné un nom à cela. Il appelait cela la dialectique. Alors, dialectique, on peut entendre beaucoup de choses par dialectique, hein, mais enfin bon. À ma connaissance, Marx n'utilisait pas ce terme-là, c'est Engels qui l'a utilisé, et puis il a élaboré des choses beaucoup plus développées, plus explicites dans l'anti-Düring et la dialectique de la nature. Et là, il a exposé ce qu'il appelait les principes de la dialectique. Alors, le principe de la dialectique, tel que je le conçois, ce sont des règles très générales du cadre des phénomènes d'évolution. Donc, c'est le cadre dans lequel l'évolution des choses se passe. En ce sens, elle dépasse complètement le cadre de l'économie, qui était le cadre dans lequel se situait Marx et fondamentalement Engels, quoique Engels a dépassé très largement ces cadres-là. Bon, alors, dans la mesure où on peut imaginer une évolution politique
qui n'a pas eu lieu et qui n'a pas été vérifié dans les faits, on peut construire des théories au mauvais sens du terme, hein, au sens spéculatif. On peut spéculer sur des théories politiques. Tant qu'elles ne sont pas expérimentées, ce n'est pas scientifique. Hein. Je ne sais pas si là je me rapproche de votre question que je n'ai pas très bien comprise et je crois qu'elle dépasse, elle est un petit peu en dehors du cadre de cet exposé. Hein. Je vais bien discuter cette affaire-là. Hein. La question de la légitimité, ça me dépasse complètement. Est-ce que c'est légitime de faire une révolution ou non? Ça me semble un peu saugrenu. Une révolution, c'est fait. Une révolution, les révolutions se font, les révolutions ne s'exportent pas. En général, c'est des échecs lorsqu'on les exporte. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas si cela répond à votre question, qui était quand même un peu... Je questionne ce transfert, ce changement de statut, si vous voulez, du marxisme, les grands principes fondamentaux du marxisme, même dialectique, matérialisme, historique, etc., qui avait au départ, à l'origine, un statut scientifique, et puis après, c'est abandonné. On sait que ce n'est plus une science. L'économie est une science. Le droit est une science. Ah, si, les sciences économiques, parce qu'il y a des cursus universitaires, il y a des diplômes qui sont délivrés au nom de l'économie. Des gens ont des compétences en économie, il y a même un prix Nobel, enfin assez tardif, un prix Nobel d'économie. Tous les économistes ne sont pas marxistes. Les économistes marxistes sont des gens très compétents, pas de problème. Il y a des économistes tout à fait anti-marxistes qui aussi ne sont pas des charlatans. Attention. Maintenant, de même que le droit est une science. Le droit, ce n'est pas uniquement le droit à la Wyszynski. La science, la biologie, ce n'est pas la biologie à la Lysenko. C'est la biologie. Attention, ne confondez pas justement science et idéologie. C'est deux choses bien différentes. C'est ce que je voulais dire. Je vais reprendre l'ordre des questions, désolé, mais juste après. Bon, moi je voudrais joindre un petit peu la thématique de l'orateur à la question qui a été posée à propos du marxisme, en ceci que la question de l'utilité de la science, elle n'est pas indépendante de la lutte des classes. Et nous nous trouvons, à l'époque actuelle, dans une situation, dans une crise mondiale du capitalisme, où la question de la valorisation du capital passe par l'utilisation d'avancées scientifiques. Et la question de l'utilité de la science devient alors une question qui est posée dans le contexte de la lutte des classes. C'est-à-dire que, à propos de l'utilisation des résultats scientifiques, il y a un choc entre les intérêts de la population. Par exemple, dans votre propos, vous avez marqué la différence d'intérêt entre ceux de la RATP et ceux des usagers. Eh bien, la question se pose de façon plus générale et de façon aiguë à l'époque de la crise profonde du capitalisme, où des moyens considérables sont mis pour orienter les recherches dans des orientations qui sont d'intérêt pour la valorisation du capital et pas pour l'épanouissement des personnalités humaines. Donc, il me semble que cette question doit être au centre de toute discussion sur l'utilité de la science, avec ses aspects très contradictoires. Dernier point sur la question qui a été posée sur le marxisme scientifique. Je pense que la grande question à propos de l'adjectif scientifique, c'est une conception assez générale dans le public que ce qui est scientifique, c'est ce qui est indiscutable. Or, ce qui est scientifique, c'est justement ce qui est discutable. C'est ce qui est soumis au doute et à la vérification et aux critères de la pratique qui permet de valider ou non les approximations et les approches qui ont été faites dans une démarche scientifique. Évidemment, dans les questions de connaissance de la société,
les procédés de vérification des théories sont assez différents. Il y a des similitudes, mais il y a des différences importantes avec les procédés de vérification scientifique dans les questions des sciences de la nature. Mais bon, je ne vais pas aller plus loin, mais je pense que ça fait partie de ces questions. La question du marxisme scientifique, elle relève, à mon avis, d'une incompréhension de ce que c'est la démarche scientifique. La démarche scientifique n'est pas une démarche qui est susceptible d'affirmer de façon indiscutable des vérités établies une fois pour toutes, notamment dans le domaine des luttes sociales et des contradictions sociales. Bon, il y a plusieurs choses dans votre propos. Sur la première partie de votre question, il ne faut pas confondre la science avec l'utilisation qu'on en fait. Hein. Il y a la science, il y a les techniques, ou l'ingénierie si vous voulez. L'ingénierie, c'est l'utilisation de la science dans un certain but. C'est une chose qui est concomitante, bien entendu, à la science, mais qui est complètement différente. Alors, lorsque vous évoquez... Le titre de votre exposé, c'est la science est utile. Le titre qu'on m'a donné, c'est la science, ça sert à quoi? Nature de la connaissance et de la pratique scientifique. C'est clair que le capitalisme actuel dévoie la science et utilise des voies détournées, mais ça vient tous les jours. Hein. Il y a des données qui sont falsifiées, etc. Ce sont des choses, ce sont des contre-vérités scientifiques. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire que la science soit au service des capitales. C'est le contraire. Enfin, la science est neutre. Mais s'il y a quelque chose qui dépasse cela, je dirais que le contre le capital, puisque c'est l'utilisation qu'on en fait de façon dévoyée qui sert le capital. Je ne crois pas. Hein? Bon. Alors, quant au marxisme scientifique, je ne vois pas très bien à quoi vous faites allusion. Qu'est-ce que vous appelez le marxisme scientifique? Pour moi, Marx et Engels ont fait des études d'économie, ils ont fait des découvertes en économie, en utilisant des méthodes inédites. Et ces méthodes-là peuvent être utilisées de façon beaucoup plus large, et c'est ce que constitue la dialectique, pour moi. C'est comme ça que je vois les choses. Je ne vois pas très bien ce que vous appelez le marxisme scientifique. Non, mais vous pouvez parler là. Une petite anecdote de lecture de la Pravda dans les années 70-85. La Pravda à l'automne publiait systématiquement le budget de l'Union soviétique qui était voté par le Soviet suprême. Et à la surprise de la section de politique extérieure ici, j'y avais découvert qu'il y avait une ligne à l'Académie des sciences et qui était une ligne budgétaire destinée à combattre les violations du marxisme-léninisme. Voilà un peu un élément de discussion sur lequel que je ne juge pas maintenant, mais que je vous donne à vos commentaires sur ce qui pouvait exister dans l'orientation non seulement des sciences, mais aussi de la politique, compte tenu de la nature de ce qui était visé sur le plan budgétaire. Bon. Je ne vois pas quelle est la question, je vous renvoie à la question. Qu'est-ce que cela a à voir avec les sciences? Oui, répondez, parce que ça n'a rien à voir avec les sciences. Vous racontez une anecdote d'une chose qui s'est passée dans le fonctionnement de l'Union soviétique à une certaine époque. OK, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Qu'est-ce que cela a à voir avec les sciences?
Ah, avec quoi? Avec quoi? Donc il y a quelqu'un qui donne, il y a une ligne budgétaire, je ne sais pas quoi, pour s'occuper de telle chose. Oui, d'accord. Et alors? Ah, je vais peut-être prendre une série de... C'est le marxisme qui sert la légitimité. Un régime socialiste est légitime, il a le pouvoir. Il est légitime parce qu'il est marxiste. Mais justement, on va confondre avec l'idéologie. Là, le là, on va confondre avec l'idéologie. N'importe qui peut affirmer n'importe quoi et dire que c'est scientifique. Alors, je vais peut-être prendre une série de commentaires. Absolument. Non, très franchement, je ne sais pas quel est le rapport entre cette discussion et le titre de l'exposé. Bon, ça me dépasse complètement. Oui, au départ, je voulais rebondir sur la question de notre ami sur l'économie est-elle une science, le droit est-il une science, etc., etc. Et je crois que là, ça se développe bien. D'abord, Marx et Engels, d'ailleurs, n'ont jamais prétendu être marxistes. Et c'est ce que nous appelons aujourd'hui le marxisme est une construction postérieure. Bien entendu, je veux dire, Marx et Engels étaient effectivement des chercheurs militants, des chercheurs actifs et en prise avec leur temps. Et quelque part, Marx n'a jamais prétendu être un économiste. Je vous signale au passage que le sous-titre du Capital, ce n'est pas traité d'économie politique marxiste, c'est critique de l'économie politique. En restituant ces soubassements scientifiques, bien entendu, dire que l'économie n'est pas une science ne conduit pas à nier les apports scientifiques à l'économie, de même que dire que la médecine n'est pas une science n'aboutirait pas à nier les apports de la science à la médecine. Il en est de même pour le droit, etc. On pourrait dire que médecine, économie ou droit ne sont pas des sciences, mais sont des champs. Sont des champs de l'activité humaine qui eux-mêmes font appel à plein de disciplines scientifiques, les uns comme les autres. Bref, et n'oublions pas au passage qu'il y a les sciences dures, comme les mathématiques, la physique fondamentale, etc. Puis il y a aussi les sciences humaines. Et je crois que Marx et Engels ont été d'immenses scientifiques dans ces domaines-là, à commencer par la sociologie, à continuer par l'histoire, etc. On pourrait dire que Marx et Engels sont les inventeurs de la sociologie moderne, par exemple, bien avant Auguste Comte, bien mieux qu'Auguste Comte, etc. Enfin, peu importe. Tout ça pour dire que la notion de marxisme scientifique, c'est je ne pense pas que ce soit un concept valide dans la mesure où ce que nous appelons aujourd'hui le marxisme est un faisceau construit pendant l'œuvre de Marx et Engels et poursuivi, faisant appel à de nombreuses disciplines scientifiques et de plus en plus complexes. Et là, on arrive justement à cette notion de complexité qui est qui caractérise dès ses œuvres majeures Marx, où justement les notions économiques, les notions historiques, les notions sociologiques, etc., en s'imbriquant et se tressant les unes les autres, voilà, impliquaient une méthode de réflexion qu'il a appelé la méthode dialectique, qu'ils ont appelé tous les deux, hein, Marx aussi parlait de dialectique, et qui s'est agi de reconstruire à chaque génération, dans chaque situation historique, etc. Et c'est jamais terminé. Pardon, je suis trop long. Mais, écoutez, nous avons tous une idée de ce que, chacun à sa façon, une idée de ce que sont les sciences. Il y a autre chose qui s'appelle les sciences humaines. C'est très curieux qu'il y a les sciences humaines et les sciences qui ne sont pas humaines, elles ne sont pas inhumaines. Hein? Elles sont sciences. Bon, alors, sciences tout court. Alors, en général, lorsqu'on dit science, sans adjectif, on parle de sciences tout court, c'est-à-dire des sciences qu'on appelle dures. Est-ce que les sciences humaines sont des sciences? Pas exactement au sens où j'ai essayé de les définir et j'ai essayé de parler. Moi, j'ai parlé naturellement des sciences dures, des sciences tout court. Hein? Bon. Les sciences humaines, en quoi elles sont sciences?
Un petit peu, dans la mesure où elle essaie de comprendre la causalité des phénomènes. Lorsqu'on essaie de comprendre la causalité, on se rapproche des sciences. Mais c'est quand même une science du second ordre, ce qui n'est pas un jugement de valeur. Ce n'est pas péjoratif, c'est que ce sont des choses extrêmement compliquées et on ne peut pas faire mieux. Hein? Si vous faites de la littérature, de la sociologie ou de tout ce que vous voulez, ou de la politique, bien entendu, dès le moment où vous essayez de comprendre quelles sont les causes des phénomènes, vous approchez de la science. Et en ce sens, on peut dire que, à mon sens, l'économie marxiste est une science au sens des sciences humaines. Hein? Elle s'approche parce qu'elle essaie de comprendre la causalité des phénomènes. Et si vous lisez Marx ou Engels, vous avez des tas d'anecdotes, des tas de choses pour comprendre pourquoi les choses ont été comme ça. Hein? Ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une façon d'asséner que le prolétariat doit l'emporter sur les capitalistes, je ne sais pas quoi, ce n'est pas du tout ça. C'est une description des phénomènes et de la causalité des phénomènes économiques et sociologiques. Et en ce sens, c'est une économie qui se rapproche des sciences, comme les sciences humaines se rapprochent des sciences dès le moment où ils cherchent et ils étudient la causalité. Par contre, lorsque vous faites un choix, moi je vais voter pour tel parti ou pour le Rassemblement national ou je ne sais pas quoi parce que je ne peux pas supporter telle ou telle chose, ça c'est une question de choix, ça n'a rien de scientifique. Hein? Mais si vous étudiez quelles sont les causes pour lesquelles le Rassemblement national fait telle chose ou les gens qui pensent comme de telle ou telle façon, alors ça se rapproche des sciences. Voilà. En ce sens, je crois que l'économie dite marxiste est une économie qui a des connotations scientifiques beaucoup plus claires qu'une théorie, par exemple, du premier de cordée ou des choses comme ça, qui ne sont rien d'autre que les idées les plus ataviques. Hein? Il faut que les riches fonctionnent très bien, et puis après, il y aura des miettes pour les autres. Ça, c'est très vieux. Ce n'est pas une nouvelle théorie, ce n'est pas une étude d'une causalité des phénomènes. Ça, c'est pas de la science. La théorie du premier de cordée. Voilà. C'est mon opinion. On va peut-être prendre une série de 3 questions des personnes qui avaient levé la main précédemment. Bon, j'ai décidé de prendre la parole au sujet, à partir de la première intervention. Je vais revenir très rapidement là-dessus. Il ne faut pas oublier que Marx, au départ, est un philosophe et non pas un économiste. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'il a commencé à s'interroger sur les réalités concrètes qu'il vivait, ce qu'il touchait réellement, ce qui l'a amené à mettre en question la philosophie et les philosophes qui l'avaient précédé. Cette interrogation philosophique l'a amené à s'interroger sur le fonctionnement de la société, sur le pourquoi les hommes souffraient, pour le dire de façon humaniste, entre guillemets, et à comprendre ce qu'il vivait. Et cela l'a amené à s'appencher sur l'histoire, sur comment en est-on arrivé là, etc. Et donc là, dans sa démarche, il y a une exigence qui l'amène à avoir une démarche scientifique à partir de la philosophie. Absolument. C'est Engels qui complète. Je suis entièrement d'accord. Ça voilà. C'est très intéressant ce qui vient d'être évoqué. Voilà. Je voudrais le développer un tout petit peu. Donc Marx, effectivement, il a commencé comme philosophe. Et il faisait partie de ce qu'on appelait les jeunes hegeliens, c'est-à-dire les gens qui suivaient à Hegel. Or, Hegel avait élaboré aussi quelque chose qui était une dialectique, mais qui était une dialectique extrêmement abstraite et compliquée, que je ne comprends absolument pas. Et ce qui est intéressant, c'est que par la suite, en travaillant sur des choses concrètes, c'est-à-dire sur l'économie, il a fait ce qu'on appelle le renversement. C'est-à-dire que, et ça c'est surtout Lénine qui l'a mis en évidence,
il a renversé la dialectique d'Hegel pour la transformer en une dialectique qui était une dialectique idéaliste, en une dialectique matérialiste. C'est-à-dire il s'est rapproché justement des phénomènes factuels, des choses qui existent pour les constater et les vérifier. Alors que la théorie initiale de Hegel est une théorie idéaliste, tout part de la pensée, etc., etc. Il a effectué un renversement qui est extrêmement important, par lequel la dialectique est devenue matérialiste, c'est-à-dire objective au sens scientifique. Je voulais ajouter aussi que le marxisme n'a pas changé de statut. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été décrété en quelque sorte idéologie officielle d'un État. C'est ce qu'on appelle maintenant le stalinisme. Et donc, et avec son pape qui était tonton Joseph. Bon. Donc Staline lui-même. Alors juste, je voudrais rappeler que au sein du parti, de notre parti communiste, déjà dans les années 70-80, il y avait une grosse réflexion là-dessus. Et bon, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une introduction à la théorie marxiste, une introduction de Lucien Sèvres, copyright 1980. Bon, alors je finis et je passe maintenant au sujet, à la question. Donc, de ce point de vue-là, de l'élaboration de la conscience scientifique, de la connaissance scientifique qui est neutre, elle, enfin, prétendument neutre, là, il y a un problème qui mériterait, me semble-t-il, quelques mots, c'est les conditions d'élaboration de la connaissance scientifique. Parce que l'OS, celui qui travaille à la chaîne, il n'a pas accès au laboratoire pour élaborer de la connaissance scientifique. Alors, donc, il y a conflit, me semble-t-il, il y a tout au moins, il doit y avoir une dialectique entre la connaissance scientifique neutre, que l'on veut neutre, et les conditions de son élaboration. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. La revue progressiste a pour sous-titre « Science, travail et environnement ». Donc, celui qui a conçu ces titres-là considère que ce sont trois choses différentes, la science, le travail et l'environnement. Bon, il y a des rapports, bien sûr, peut-être des rapports dialectiques entre les trois, c'est bien possible, mais ce sont des choses distinctes, c'est absolument vrai. Est-ce qu'il y avait une question par là-bas? Oui, je reviens sur l'exemple que vous avez donné sur le métro, avec deux approches qui donnent le même débit, donc la version lente et la version rapide, et que la RATP, dans ce cas-là, affirme, voilà, scientifiquement, mon approche, c'est le plus gros débit. Et par exemple, l'association d'usagers dirait, bah, c'est une autre approche avec autant de débit. Et du coup, ma question, c'est à quel point est-ce que, au nom de la science, où les deux ont la même démarche qui est prouvable, réplicable, affirme des choses, entre guillemets, pas contradictoires, mais est-ce qu'on... Mais la science sert à comprendre, et elle ne sert pas à prendre des décisions, ni à décider qu'est-ce qu'on veut. Ce n'est pas scientifique de dire, je vais aller à Jussy en 8 minutes au lieu d'en 1 heure. Ça c'est un vœu de moi, c'est pas scientifique. Ce qui est scientifique, c'est comprendre le pourquoi des choses. Si vous me dites que la RATP se sert des sciences, je ne crois pas que se sert des sciences. La RATP se servait d'un cahier de charges, c'est-à-dire de quelque chose qui était un contrat à remplir. Il faut transporter tant de personnes. Et elle le faisait. Bon, elle ne veut rien savoir d'autre. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'étude que j'ai faite? Hein? Mais comme le fait, par exemple, que j'arrive en retard ou que je prétends ne pas arriver en retard, ça n'a rien de scientifique. C'est mon vœu, mon souhait. Les souhaits n'ont rien de scientifique. La science sert à construire un modèle pour comprendre qu'est-ce qui se passe. 'C'est tout. Et pour voir qu'est-ce...
écarter, par exemple, des choses impossibles. Mais elles ne donnent pas solution des problèmes qui n'ont pas de solution. Il y a des gens qui croient que toute question doit avoir une réponse et que tout problème doit avoir une solution. Mais la plupart des questions et la plupart des problèmes n'ont pas de solution. On les étudie et on essaie de comprendre et on essaie de vivre un peu mieux. Et le problème que je vous ai montré ont, par exemple, soit aucune solution, soit de... Bon, voilà. Ça, c'est scientifique. Oui. Moi aussi, je voudrais revenir sur le contenu de ton exposé, parce que finalement, cet exemple de la ligne 13 est un exemple très riche, parce qu'il montre d'abord qu'il faut définir ce qu'on veut obtenir, enfin, quel est le critère de succès ou le critère du bon fonctionnement, et puis qu'il y a peut-être plusieurs manières d'y arriver. Enfin, la question se pose s'il faut pousser les gens ou les retenir, c'est quand même une question étonnante. Et je trouve ça très très beau, parce que c'est avec un air faussement naïf, tu touches à quelque chose de très profond dans l'ambiguïté de la démarche scientifique. Cela étant dit, j'avais à un moment donné où j'ai un peu sursauté, tu viens de le répéter d'ailleurs, que les syndicalistes pourraient se mêler du fonctionnement en quelque sorte, et que cela était de l'ordre de l'opinion, si j'ai bien entendu. Oui. Or, je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense que pour que les syndicalistes décident, par exemple, de faire grève ou de ne pas faire grève, avec l'espoir de modifier l'objet contre lequel ils protestent, par exemple de changer le débit, supposons que ce soit leur préoccupation, eh bien, ça aussi, c'est une démarche qui est inspirée d'analyse scientifique. Par exemple, le syndicaliste va essayer de voir si les forces en rapport sont telles qu'il a des chances d'aboutir. S'il pense que de toute manière la RATP continuera à faire ce qu'elle fait sans la moindre chance de l'infléchir, le syndicaliste ne va pas se lancer là-dedans. Un parti politique non plus d'ailleurs. On n'appelle pas au grand soir chaque vendredi. C'est une démarche qui, à mon avis, est pénétrée des réflexions scientifiques. Absolument. Je suis entièrement d'accord. J'ai deux réponses à donner. Une, que lorsque j'ai mentionné cela, c'était très ponctuel, hein, donc j'ai passé tout mon exposé pour parler des sciences et quelques instants pour parler du syndicalisme. C'est vrai que j'ai dit que cela relevait de l'opinion. Mais on peut approfondir, parce que l'action syndicaliste ou autre et les opinions sont objets d'études scientifiques. Et tu peux étudier parfaitement le pourquoi telle ou telle personne s'intéresse à telle tendance ou à telle opinion. Ça, c'est scientifique. C'est ce que tu dis. Hein? Il ne faut pas s'arrêter là, à dire c'est une opinion. Oui, mais quelles sont les causes des opinions? Il y a des tas de choses comme ça. Hein? Les sciences sont des études de facettes différentes. Mais ce qui est résultat d'une facette peut être une donnée pour une autre. Hein? Par exemple, en mécanique des fluides, les gens qui étudient la météorologie étudient le vent. Alors, le vent est un résultat. Ils disent qu'il y a tel vent. Mais pour un aérodynamicien qui étudie le mouvement d'un avion dans le vent est une donnée. S'il y a tel vent, il faut que l'avion prenne telle direction, patati patata. Hein? Ce qui est un résultat pour les gens est une donnée pour les autres. Et ça se passe déjà à l'intérieur d'une chose très restreinte qui est la mécanique des fluides. Plus on élargit, plus c'est vrai. Et c'est ce que tu dis. Et c'est absolument vrai. Je suis entièrement d'accord. Oui, moi je vais revenir sur le titre là, à quoi sert la science? Parce que c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, on a vu une véritable offensive pour faire que l'opinion publique pense que à quoi sert la science, c'est uniquement les retombées techniques, au point d'ailleurs qu'on parle plus science, on parle de technoscience. Et ça veut dire qu'on ne considère comme résultat de la science, comme intérêt de la science, que ce qui a des conséquences techniques. On parle de la révolution numérique, par exemple. Ça, c'est une révolution scientifique. Non, c'est une révolution techno-scientifique. Et cette
cette volonté de ne pas faire de distinction entre science et technique, bien sûr, il y a des relations. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est complètement différent. Il y a des relations. Mais justement, le fait qu'il y ait des relations, ça signifie que c'est deux choses différentes. Et comprendre ce que c'est et comprendre les relations fait partie des choses qu'on a cherché à nous faire oublier, qu'on a nous faire oblitérer. Et de ce point de vue-là, je suis tout à fait frappée de ce que on oublie beaucoup, que la science sert aussi à apporter des nouvelles manières de penser. Hein, bon, on a beaucoup parlé de l'esprit critique. Si on prend par exemple le cartésianisme qui a apporté une manière de penser en analysant les choses, en les étudiant dans leurs plus petits éléments, etc., pour les comprendre. Donc il y avait une méthode qui disait, voilà, pour comprendre quelque chose, il faut faire comme ci, comme ça. Et ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, c'est qu'aussi depuis maintenant presque un demi-siècle, c'est que la science est en train de découvrir et d'amener, d'utiliser une autre méthode scientifique, tu sais bien de quoi je vais parler, qui est la méthode de pensée du complexe, hein, c'est-à-dire cette révolution du complexe dont on ne parle pas parce que c'est pas une révolution technoscientifique, c'est une révolution purement scientifique. Bon, du coup, on n'en parle pas. Et elle amène à d'autres méthodes de pensée qui d'ailleurs sont proches de celles de la dialectique, qui permettent de faire de nouvelles théories. Parce que tu as bien montré que la science travaille à partir des théories qu'elle fait, et si ça ne marche pas, elle va les changer. Sauf que ces théories permettent de poser certaines questions. Et il y a des questions qu'on ne pose pas, pour lesquelles on n'a pas de théorie. Et c'est justement ce que la science de la complexité apporte, c'est à poser ces nouvelles questions. Et là, il y a tout un domaine de la pensée qui est oblitéré par cette volonté de limiter la science à l'innovation, à la technoscience, et qui est pourtant extrêmement important dans la méthode de pensée, qui pourrait d'ailleurs être un atout, y compris politique, pour y compris philosophique, pour enrichir, disons, un mode de pensée que la dialectique avait déjà fortement, bon, on en a discuté ici, défriché. Mais cet oubli de cette révolution du complexe me paraît être quelque chose qui est très dommageable et qui est complètement lié à cette volonté de restreindre la science à la technoscience. Oui, c'est certain, oui. Je n'ai pas de commentaires, je suis d'accord, hein, c'est pas de commentaires spéciaux. Je voudrais avancer une thèse sur la question de l'utilité de la science. C'est que la démocratie est essentielle à l'utilité de la science. Et on le voit très bien dans toutes les luttes qui se passent à propos de la définition des politiques scientifiques. À l'heure actuelle, les politiques scientifiques sont dominées par la recherche de contrats à court terme sur des objectifs qui doivent... Je parle du domaine des sciences exactes, que je connais un peu plus que le reste, où les contrats sont nécessairement liés à une participation d'industriels. La raison en étant, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, la crise profonde du capitalisme qui impose la recherche de procédés nouveaux pour contrebattre la baisse tendancielle du taux de profit par l'innovation. Et donc, les politiques scientifiques, depuis Reagan et depuis Sarkozy en France, sont axées sur des budgets, des orientations de budget qui visent à faire des scientifiques du public des instruments pour dégager, pour faire des économies de recherche aux laboratoires industriels et dégager des innovations susceptibles de rapporter un profit plus vite ou de battre les concurrents plus rapidement. Et la conclusion de ces observations, c'est que la façon de rendre la science plus utile et de lui donner sa pleine utilité pour le plein épanouissement des personnalités, c'est de développer la démocratie. La démocratie, ça veut dire à la fois la démocratie dans les laboratoires, donner aux scientifiques
les moyens de participer à l'élaboration des programmes scientifiques, ça veut dire plus profondément conquérir des outils permettant de définir des politiques scientifiques indépendamment du pouvoir et de l'influence des grands groupes financiers qui pèsent à l'heure actuelle sur ces orientations. Et ça veut dire développer la démocratie, y compris parmi les citoyens, pour donner, par exemple, à tous ceux qui s'intéressent à la politique scientifique, des droits nouveaux dans l'élaboration des sciences, notamment en interpellant le Parlement, en obligeant le Parlement à répondre aux associations de citoyens qui se soucient de l'orientation de la science, et en donnant aux scientifiques, dans les instances scientifiques, le pouvoir réel de discuter de ce qui est intéressant à faire du point de vue de l'avancée des connaissances, et non pas de ce qui est intéressant à faire du point de vue de l'application pour les industriels et les grands financiers. Donc la question de la démocratie est essentielle, c'est ça ma conclusion et mon introduction, pour rendre à la science sa pleine utilité. Et absolument. On en est loin à l'heure actuelle. Je suis bien d'accord. Je sais la science en abstrait. Une autre chose, c'est comment on élabore la science et comment on la développe et comment on l'utilise. Et je dirais que c'est plutôt que la science, c'est la sociologie de la recherche. Ce que vous dites porte surtout sur la sociologie de la recherche. Et effectivement, je crois que de nos jours, en France et dans tous les pays occidentaux, elle est dévoyée, elle est utilisée. De toute façon, pour des tas de choses, la science n'est qu'un moyen pour obtenir de l'argent. Bon, ça a très peu à voir avec les choses que j'ai évoquées, de comprendre la causalité des phénomènes. Ça n'a rien à voir. Alors, ça a des rapports beaucoup plus étroits avec la technique qu'avec les sciences. Alors, on vient d'évoquer la contiguïté. Il y a un continuum de choses. Il y a la science, il y a les technosciences, il y a les techniques et il y a l'utilisation des techniques. Bon, tout cela est un continuum, etc. Bon. La plupart des choses dont vous parlez, ce sont tout simplement utilisation de la science, utilisation de la science ou de toute autre chose pour obtenir de l'argent. Bon, d'accord. Voilà. Ça a très peu de scientifiques. Oui. On va manquer de temps, mais du coup, juste les trois petites dernières questions avant la conclusion, très brève. Oui, rapidement. Vous avez dit à un moment, la science se dévoie, et dévoyer, c'est le seul mot au service du capital, donc des entreprises pour le profit. Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. La science est ainsi dévoyée. Elle est dévoyée quand elle se met au service du capital. Elle est aussi dévoyée quand elle se met au service d'un parti. Hein. La science ne répond pas aux intérêts partisans. Ce sont deux démarches tout à fait différentes. Oui. Alors j'avais cité le domaine du droit et le domaine de la biologie. Il y a aussi le domaine de l'histoire, aussi, qui est particulièrement flagrant, où on voit encore des démarches d'historiens qui sont en fait tendancieuses. La science n'a pas à se mettre au service d'un parti. Elle ne peut pas non plus former l'axe d'un parti. C'est pour ça, par exemple, que des partis écologistes sont d'une absurdité. L'écologie est une science, ce n'est pas un parti. Il faut bien faire la différence entre les deux. Je ne suis pas sûr que dans le cas d'un parti écologiste, on pense à l'écologie comme une science, c'est-à-dire à l'étude de la causalité des choses. C'est pour obtenir certains buts. Hein? Et en ce sens, ce n'est pas tout à fait la science telle que je l'entends. Hein? Donc, dans le cas d'un parti écologiste, là, je trouve que la terminologie est un tout petit peu biaisée. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Sur la question d'idéologie marxiste, je pense que beaucoup les intervenants, et il y en a qui mélangent le socialisme scientifique qui a été, à mon avis, une erreur de mélanger les deux. Le socialisme ou le capitalisme scientifique, c'est complètement erroné. En plus, ça part des théories, justement, de dictature du prolétariat, où il y a la vérité absolue. Donc il n'y a pas de vérité absolue, y compris dans les sciences.
que ce soit dans les biologies, que ce soit dans la chimie, puisque dans les mathématiques, on a vu des formules remises en cause suivant l'évolution des techniques. Donc, moi, c'est juste une petite contradiction. Vous parlez tout à l'heure sur l'exposé, là, qui, à mon avis... C'est quoi, pardon? Excusez-moi. Hein? J'ai pas entendu. Une contradiction. Vous parlez qu'il n'y a pas de solution par rapport au niveau de le choix. Il y a quand même une logique comptable, quand même, sur le cahier des charges. C'est quand même une logique comptable. Oui. Donc c'est une pensée quand même. Alors effectivement, elle n'est pas scientifique, mais elle est pensée quand même par les êtres humains quand même. Donc Oui, c'est bien une sûr. logique. D'autre part, Mais attention, les capitalistes sont déjà en général très intelligents. Hein. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils savent choisir les choses qu'ils disent. Et ils ne sont pas idiots. Hein. Non, mais je ne vais pas dire, mais il y a quand même un choix, une solution quand même. C'est une logique comptable. Bien entendu. Voilà. Et là, je voudrais savoir le mot évariste. C'est quoi? Ça veut dire quoi le mot évariste? C'est mon prénom. Ah oui, ça d'accord. Ah, d'accord. C'est le prénom de mon grand-père. Ah d'accord, excusez-moi. alors. C'est un prénom tout à fait... Oui, moi je vais essayer de faire court. Je voulais introduire, s'il n'est pas trop tard, la notion de culture scientifique. Oui. Parce que, bon, de même qu'une culture littéraire n'est pas réservée aux écrivains, qu'une culture artistique n'est pas réservée aux pratiquants ou praticiens d'un art donné, je crois que c'est l'histoire de la démocratie en sciences qui m'a fait penser à ça. Je crois que je pense qu'il faut peut-être même introduire le droit à la culture scientifique. Et le droit à la culture scientifique pour tous, je veux dire dans le cadre de la démocratie culturelle, quelque part. Mais alors là, on va évidemment se poser la question de savoir quelle est la relation dialectique entre le grand public et les scientifiques eux-mêmes dans leur production. Et comme chacun sait, comme tout professionnel, ils sont très ombrageux sur le savoir qu'ils détiennent et l'usage qu'on en fait, par ailleurs. Mais c'est tant mieux. Encore faut-il qu'il y ait en face dans la société la capacité de poser les bonnes questions, de s'impliquer là où il faut, là où on peut, là où l'on doit, ne serait-ce que pour démêler les écheveaux de la technoscience et de toutes les illusions idéologiques dont on nous bassine. Voilà. Oui, je crois que depuis un demi-siècle, hein, il y a une désaffection pour la connaissance scientifique qui est très regrettable, parce que cela développe des modes de pensée qui ne sont pas très objectifs. C'est une chose qui est très regrettable, effectivement. Et je crois que vous avez évoqué le droit à la culture scientifique, oui. Ça devrait faire partie de la culture générale, de ce que tout citoyen doit savoir. Seulement, s'arrêter où? Parce que les sciences sont tellement vastes, même les professionnels. Moi, j'ai passé toute ma vie à faire des sciences, ben, je ne sais rien. Hein, c'est un petit truc de mon domaine. Donc, où on s'arrête? Alors, voilà. Ça aussi, ça fait partie de la sociologie, de l'utilité de la science en tant que telle. Là vous parlez d'une composante, c'est très intéressant parce que c'est une composante de type culturel, hein, une utilisation de la science dans une direction culturelle. Ce n'est pas une direction économique ou pour obtenir telle ou telle chose, ni pour l'ingénierie, ni pour c'est tout simplement pour le goût de savoir et de comprendre. Et je crois que c'est une dimension humaine absolument d'une importance absolument capitale pour que les hommes soient des hommes et non pas des bêtes. Absolument, je suis entièrement d'accord. J'ai presque peur de prendre la parole parce que c'est l'heure des conclusions et ça ne m'appartient pas de faire des conclusions. Mais il me semble que... La science, on ne finit jamais. Hein, donc il n'y a pas de conclusion dans les sciences. Il me semble, pour moi, la chose que je voudrais retenir, c'est que la science, la démarche scientifique, appartient au domaine de la culture. Et en fait,
j'aime bien parler d'ailleurs de sciences humaines et de sciences inhumaines, parce que finalement, c'est quand même un grand tout. Et je voudrais juste prendre un exemple. Je pensais à Max Planck, qui a passé 30 ans de sa vie à essayer de comprendre le spectre du rayonnement du corps noir, et qui, au bout de 30 ans, est arrivé à la conclusion tout à fait étonnante que l'énergie pouvait changer en quanta, enfin en quantité discrète. Et il a fallu 25 ans ensuite pour commencer à comprendre qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui la mécanique quantique, et encore 30 ans, je crois, avant de découvrir un laser. Et à ce moment-là, avec le laser, on a pu gagner du fric. Ah. Mais la démarche initiale, celle de Max Planck, n'était pas du tout axée sur une application, et encore beaucoup moins l'idée de faire du fric. Enfin, il devait être payé comme professeur, je m'imagine, mais pas plus que ça. Et donc, il y a une idée culturelle au départ, le désir de comprendre, le plaisir, la beauté. La beauté est très importante. Et pour moi, Max Planck est un peu, je dirais, un pendant d'un Mozart qui invente une mélodie, ou enfin, on peut prendre 36 exemples de ce genre, mais pour moi, ce n'est pas vraiment distinct. C'est du même ordre de grandeur que Mozart. Absolument. C'est extrêmement intéressant ce qu'on vient d'entendre là. Et effectivement, la démarche scientifique pour comprendre, c'est pour comprendre, ce n'est pas pour... Et là, il y a un sentiment de beauté. Lorsqu'on comprend, il y a une sensation de plénitude, une sorte d'extase qui est très proche de l'art. Hein. Alors, tu as dit une chose qui semble très intéressante en rapport à une question qui a été évoquée avant et que je n'avais pas développée suffisamment, qui est la question des délais. Alors tu as dit, Planck, mais ça pouvait être n'importe qui, hein, c'est comme ça que les choses se passent. Essayer de comprendre une chose et ne penser absolument pas à l'utilité économique des choses. Il se trouve que très longtemps après, d'autres ont fait du fric avec. Bon, oui, effectivement. Alors, il faut mettre cela en rapport, ça c'est historique, c'est comme ça que les choses se sont passées, et c'est comme ça que cela se passe très souvent. Seulement, les délais peuvent être plus grands ou plus petits. En général, ils sont très grands. Hein. Ce n'est pas une réponse à une question qui a été évoquée à propos justement des agences qui donnent du fric seulement pour des choses qui ont une utilité immédiate. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Hein. Et souvent, les avancées les plus importantes, ce sont les avancées qui diffèrent beaucoup de ce qu'on croyait, donc que personne ne croit au moment où on était élaboré, qu'elle était vraie. Et néanmoins, elles font leur chemin, et puis au bout de 30 ans ou de beaucoup de temps, ça fonctionne, et puis on peut gagner de l'argent ou pas, ou faire d'autres choses, mais elles changent notre façon de voir les choses. Donc les délais sont très importants. Ça rejoint, ce n'était pas l'objet de cet exposé, la dialectique. La dialectique, c'est l'étude des phénomènes dans leur évolution, c'est-à-dire la dimension temps est extrêmement importante. Et ça, c'est un exemple dans lequel la dimension temps a une importance capitale. Bien, c'est sur cette élégante conclusion que nous pouvons vous inviter à la lecture de la promenade dialectique dans les sciences, à la lecture de la revue progressiste, et à venir nous retrouver dans un mois pour la seconde séance du cycle Sciences. Merci beaucoup et merci à Évariste Sanchez Palencia.